18h19 sur Europe 1, votre grand journal du soir continue avec vous, Sébastien Krebs, et votre invité ce soir, Sébastien, Catherine Chambon, sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire. Bonsoir Catherine Chambon. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. On voulait vous donner la parole ce soir parce qu'une histoire nous a particulièrement marqué ce week-end. Je vais la raconter à nos auditeurs qui ne l'ont pas forcément suivi. Tout est parti d'une agression, d'un viol même probablement filmé dans l'Essonne et dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, vue plus d'1 million de fois dans la soirée de vendredi avant d'être supprimée. Mais ce qui est marquant, c'est que dans cette affaire, les internautes ont devancé la police puisqu'ils ont identifié les agresseurs et publié leurs noms, adresses, contacts avec des menaces et des appels à la vengeance. Au final, ça les a forcés à se rendre. Ils ont été mis en examen et écroués depuis. Le constat, c'est que ça a tout de même accéléré votre enquête de façon spectaculaire, mais que ça aurait pu très mal finir aussi. Ça aurait pu effectivement très très mal finir pour les deux mises en cause. Et l'administration de la justice ne peut pas se satisfaire d'une justice populaire. Il est évident que cette vidéo qui a été multipliée par l'effet des réseaux a participé certainement de l'identification assez rapide de ses auteurs. Pour autant, il est préférable de signaler tout de suite le contenu aux autorités qui disposent d'éléments et d'accès à des informations pour pouvoir identifier dans des délais aussi assez rapides. La police aurait identifié, quoi qu'il arrive, ces auteurs et aussi rapidement ? L'aurait identifié dans des conditions de rapidité et de célérité qui sont de quelques heures, oui. Ça peut être une aide malgré tout pour la police lorsque le monde d'Internet, lorsque le web comme ça se mobilise. La grande crainte de ce genre de comportement est de voir effectivement que des individus vont se sentir obligés d'aller commettre des exactions pour punir les auteurs, ce qui n'est absolument pas le sens de la justice directe, en fait. Se faire justice eux-mêmes. Justice lui-même. Il est préférable de passer par les autorités qui sont chargées de l'administrer. Dénoncer quelqu'un comme ça, nommément sur Internet, comme ça a été fait pour ces deux agresseurs, c'est répréhensible ? Ça ne l'est pas s'il ne porte pas plainte. En tout cas, le name and shame est une pratique assez courante aux États-Unis, mais elle est administrée par l'autorité de l'État. Elle ne l'est absolument pas par des internautes ou par on donne le nom, on publie le nom pour faire honte. Ouais, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, ou pour informer d'un danger dans la présence d'un individu qui présente des aspects dangereux et qui, effectivement, a besoin d'être peut-être connu par la population. En tout cas, c'est une vision anglo-saxonne qui n'est absolument pas partagée par la France. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans cette histoire, les faits se passent dans l'Essonne, la vidéo circule, et c'est un très jeune internaute qui est originaire de Besançon, donc qui est très loin des lieux, qui ne connaît pas du tout, du coup, ces personnes, qui retrouvent les auteurs, parce qu'il a vu cette vidéo et qui s'est mis en tête de retrouver les agresseurs. Il y a comme ça des sortes de justiciers du net ? Alors lui n'agit pas comme un justicier, il agit comme quelqu'un qui pense avoir des compétences pour pouvoir retrouver les auteurs, ce qui au demeurant est le cas. En l'occurrence, il ne joue pas comme un justicier. En revanche, il enclenche un système qui devient celui de justicier puisqu'il va aboutir effectivement à une identification et qu'il va la diffuser. Quand bien même a-t-il plutôt pas mal agi au final sur le départ, évidemment, il dérape en remettant tout cela sur les réseaux sociaux, faisant porter un risque majeur sur, évidemment, les deux auteurs, qui sont quand même qui relèvent de la justice, et en participant finalement de cette humiliation complémentaire des victimes ou de la victime. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû, à partir du moment où il avait intelligemment retrouvé ce qu'il pense être les auteurs, signaler tout de suite à Pharos ou à la police locale, qui aurait fait évidemment le travail. Vous dites à Pharos. Pharos, c'est le nom de cette plateforme de la police nationale qui permet donc d'opérer des signalements lorsqu'on voit sur Internet une vidéo, des images. Des contenus illicites de l'Internet et qui permet d'agir en toute rapidité pour pouvoir localiser, identifier les auteurs dans le meilleur des cas en quelques heures. Pharos, ça s'écrit P-H-A-R-O-S. Ça fonctionne, cette plateforme ? J'ai pas le sentiment qu'elle soit extrêmement connue, c'est pour ça que je le répète bien, mais est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Elle l'est suffisamment pour que nous ayons un nombre considérable de signalements. Et donc son processus de travail est très rodé depuis 10 ans qu'elle existe. Et elle permet précisément, dans ces cas d'urgence, en fait, de vital et d'identification d'auteurs et victimes,
d'avoir des relations adaptées avec les opérateurs qui sont les vecteurs de diffusion. Oui, mieux vaut aller sur cette plateforme pour vous envoyer ces liens plutôt que, par exemple, les retweeter, les relayer sur les réseaux sociaux, même parfois, quitte à mettre police nationale, mais ça reste public. Donc, il faut aller sur cette plateforme plutôt que sur Twitter, c'est ça? C'est plus simple que de le faire sur Twitter. On peut le faire sur Twitter Police Nationale si on ne sait pas trop par quel biais contacter la police. Mais le plus simple, c'est parfois d'aller simplement au commissariat ou au poste de police qui est à proximité. Et puis, si on a une crainte à révéler son identité, dans ces cas-là, on le fait de manière anonyme auprès de Pharos. C'est beaucoup plus simple. On peut le faire donc de façon anonyme. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est de plus en plus fréquent de voir des gens comme ça sur Internet relayer des images de violence, voire essayer de se faire justice soi-même? Ça n'est pas fréquent. On sent quand même une tendance des citoyens, certains citoyens, à vouloir s'approprier la chose et essayer de développer des compétences qui aboutissent parfois à laisser passer des fakes et qui engendrent une espèce de vindicte populaire inutile puisqu'elle n'est pas basée sur un fait réel. Ouais, le risque de la rumeur. Le risque est là. Le risque de la rumeur publique. Qu'on avait vu au moment, notamment en Seine-Saint-Denis, de ces fausses dénonciations et rumeurs sur les Roms, qui avaient donné lieu à une sorte d'expédition punitive contre un camp Rom en Seine-Saint-Denis. Il y a eu aussi le cas de jeunes qui s'étaient lancés dans la chasse aux pédophiles et qui leur donnaient rendez-vous sur Internet pour essayer de les piéger. Ça, évidemment, c'est des comportements, j'imagine, que vous déconseillez au maximum. On déconseille fortement, puisque l'internaute se met en faute vis-à-vis de la loi. Et puis, surtout, il risque de brouiller et d'effacer des preuves qui seraient indispensables pour la police afin d'aboutir à la reconnaissance de la victime, ce qui est toujours extrêmement compliqué, il nécessite un vrai travail de collaboration au niveau international. Et puis, vis-à-vis des auteurs qui sont quand même assez vigilants sur ceux qui viennent profiter un petit peu de leurs compétences techniques pour essayer de les coincer. On retient donc cette plateforme et la marche à suivre si on tombe sur ce genre de contenu violent, répréhensible. On retient cette plateforme Pharos, P-H-A-R-O-S, pour signaler donc ces contenus violents directement à vos experts, aux experts de la cybercriminalité de la police judiciaire, service dont vous êtes le sous-directeur. Merci beaucoup Catherine Chambon d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Merci.